Eh bien, bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Très rapidement, juste pour ceux qui n'ont encore jamais assisté à ce nouveau type de webinaire que nous lançons au sein du FUBAC à l'ENVA, on a appelé l'Enca clinique d'Alfort. Il s'agit de webinaires complètement gratuits, hein. On va cibler une trentaine de minutes sur le temps du déjeuner pour que ce soit plus facile à tout le monde pour y participer, y assister. Donc avec de nombreuses thématiques, hein, urgence, NAC, imagerie, chirurgie, ophtalmologie, dermatologie, médecine interne, cardiologie. Et donc avec des cliniciens au sein du FUVAC, donc cliniciens et cliniciens spécialisés, qui vont vous proposer ces webinaires à une fréquence d'à peu près un par mois, si je me trompe pas. Et donc l'idée, c'est vraiment de partir un petit peu d'un cas clinique, hein, potentiellement relativement classique qu'on aurait vu au sein du FUVAC, pour vous présenter des nouveautés dans ces différents domaines, et puis des nouveautés qui vont être sous la forme de quelque chose qui va être directement applicable pour vous. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation. Tac. J'espère que tout le monde a bien accès du coup à la présentation. Et donc moi je me présente, je suis Thomas Coutan. Actuellement, je suis le chef du service NAC au FUVAC à l'ENVA, et donc titulaire d'un diplôme de spécialiste, un diplôme européen en médecine et chirurgie des oiseaux. Et donc pour aujourd'hui, je vais vous présenter comment établir un protocole anesthésique et analgésique chez une poule, et donc surtout avec les dernières nouveautés, dans le sens où ça fait déjà depuis 4-5 ans qu'on a toute une petite série de publications, hein, qui sont parues dans la littérature, avec différentes techniques et protocoles d'anesthésie, d'analgésie chez la poule, avec en plus comme avantage, je trouve, qu'on va être sur des substances et des techniques qui finalement sont assez proches de ce que vous pourriez avoir l'habitude en carnivore domestique, et donc finalement pas si spécifique de ce qu'on fait forcément d'habitude en médecine aviaire. Donc voilà pour la petite introduction. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la petite présentation du cas. Donc c'est une poule, hein, qui nous avait été présentée en urgence, qui avait été trouvée par les gens qui nous l'avaient amené, avec des signes de traumatisme d'origine indéterminée. Et puis à l'examen clinique, ce qui avait déjà été vu par les découvreurs, hein, il y avait une plaie au niveau de l'aile, juste en partie dorsale. Et donc en examinant d'un peu plus près, on s'est rendu compte que c'était l'humérus qui ressortait de l'aile. À part le fait qu'effectivement elle était un petit peu douloureuse, un petit peu abattue, son état général était bon, on était probablement sur un traumatisme aigu. Pour avancer un petit peu sur le diagnostic et puis confirmer quel était le problème, quel était cet os qui ressortait, on a bien évidemment fait des radios qui nous ont permis d'établir qu'il s'agissait d'une luxation ouverte distale, donc au niveau du coude, de l'humérus gauche. À ce stade-là, sur ce type d'anomalie, c'est le pronostic, hein, de récupération au niveau de l'aile est globalement quasi désespéré, hein, et sachant qu'on est sur un animal, donc une poule qui n'a pas nécessairement, enfin qui ne vole pas et donc qui n'a pas une grosse utilité en captivité pour ses ailes, on a pris la décision d'amputer l'aile, donc l'amputation, au niveau mi-humérus, car on n'était pas sur quelque chose de pathologique a priori, hein. L'os, l'humérus en lui-même était sain, voilà, ce qui est quand même une méthode petit peu plus facile que d'aller l'amputer au niveau de l'articulation de l'épaule. Alors, je ne vais pas revenir, hein, sur les techniques chirurgicales d'amputation chez la poule, qui finalement sont extrêmement similaires à ce que vous feriez sur un mi-humérus, hein, chez un chien ou un chat. L'idée là aujourd'hui, ça va vraiment être de se concentrer sur l'anesthésie. Donc, en termes de protocole anesthésique, ce qu'on a utilisé chez cet animal, une prémédication finalement assez classique en médecine aviaire, avec du butorphanol pour l'analgésie, on y reviendra après, ne vous inquiétez pas, à 2 mg/kg par voie intramusculaire, et puis associé à du midazolam, par voie également intramusculaire à 0,5 mg/kg
associée à l'analgésie, une relaxation musculaire. Pour l'induction, et c'est là qu'on commence à rentrer un petit peu dans les nouveautés, on a sélectionné l'utilisation d'alfaxalone, donc par voie intraveineuse, via un cathéter au niveau de la veine ulnaire de l'aile droite qui n'était pas affectée, donc qu'on a posé suite à la prémédication. Donc on a utilisé l'alfaxalone à effet et on a eu besoin de monter jusqu'à 8 mg/kg pour pouvoir parvenir à une intubation. Le maintien s'est fait de manière beaucoup plus classique avec un relais gazeux à l'isoflurane. Donc déjà pour faire un petit point sur cette nouvelle utilisation un petit peu de l'alfaxan chez la poule, hein, donc ça c'est tiré d'une étude donc, qui a été publiée très récemment en 2021, donc une étude sur 10 poules rousses où ils ont testé plusieurs protocoles d'induction donc avec l'alfaxan, avec et sans prémédication à différents dosages, donc avec des dosages évidemment un petit peu plus élevés sans prémédication qu'avec, la prémédication ayant été faite, dans les cas où elle a été faite, 15 minutes avant l'induction. En termes de prémédication, vous reconnaissez les doses que je viens juste de vous présenter, hein. On s'était calqué sur cette étude pour choisir nos doses pour ce cas. Et donc, en ayant testé donc, ces 4 différents groupes, donc ils ont produit ce que vous pouvez voir ici, hein, donc, quelque chose de très similaire à une courbe de survie, mais à la place de la survie, évidemment, on parlait de la durée d'anesthésie. Et donc, ce que vous observez, c'est qu'on a vraiment deux groupes, deux comportements qui émergent. On a le comportement de la courbe bleu clair et vert clair, donc qui correspondent aux plus petites doses avec ou sans sédation d'alfaxan, où on a effectivement un réveil qui va intervenir assez rapidement, hein, à peine 2 minutes. Par contre, dans les autres groupes, donc soit une assez haute dose, hein, à 7,5 mg/kg sans sédation, ou à 4 ou 5 mg/kg avec sédation, on arrive quand même à des anesthésies un petit peu plus longues, au moins au-delà de 2 minutes, et voire même 3-4 minutes chez certains individus, donc ce qui nous permet d'avoir quand même le temps d'intuber l'animal dans de bonnes conditions. Autre information intéressante, hein, la meilleure qualité d'induction était également pour ces 3 derniers groupes, avec au moins une induction qui a été qualifiée de bonne, dans 80% des cas à la plus haute dose sans sédation, et dans 90% des cas pour les 2 plus hautes doses, donc 4 et 5 mg/kg, avec sédation. Donc quand vous regardez un petit peu le résultat, leur tableau de résultats, si on regarde pour les plus petites doses, hein, sans sédation et avec sédation, on est quand même à 70% et 50% d'induction qualifiée comme mauvaise, quoi, pauvre. Donc voilà, donc plutôt dans ces doses-là qu'il va falloir aller si on veut utiliser ces protocoles. Et donc la conclusion des auteurs, hein, c'était que la dose d'alfaxan minimale pour l'induction et l'intubation chez la poule rousse, on était soit à 7,5 mg/kg IV si pas de prémédication, ou à 4,4 mg/kg IV au moins si prémédication. Alors là, vous allez vous dire, oui, juste avant, je vous ai dit dans notre cas qu'on avait dû utiliser 8 mg/kg, hein, ce qui a été le cas, hein. Donc on a eu une très bonne qualité d'induction, mais c'est sûr qu'avec les 4 ou 5 mg/kg qui étaient prévus par cette étude, on n'a pas réussi à intuber l'animal. Il a vraiment fallu qu'on monte un petit peu plus. Donc moi, je vous recommande assez fortement de prévoir une dose supplémentaire au besoin. Et puis cette observation, elle est complètement cohérente, hein, avec ce qui a été rapporté, alors pas dans une étude cette fois-ci, mais dans une mini case series de 2 cas de poules rousses où ils avaient utilisé des prémédications assez similaires. Alors, ils avaient même mis un petit peu plus de midazolam, entre 1 et 2 mg/kg. Et donc, ils avaient directement induit à 5 mg/kg. Ils avaient observé une excitation des animaux, une rigidité, donc ce qu'on observe assez souvent, hein, avec l'alfaxalone, même chez les autres espèces, avec dorsiflexion. Et ils avaient eu besoin de supplémenter, donc de doubler, voire même de tripler la dose, hein, sur un des cas pour pouvoir intuber. Après, bon, ça peut faire un petit peu peur, hein, d'utiliser ces grosses doses. Toujours est-il que sur ces quelques cas, et dans mon expérience également, pas seulement sur le cas que je vous présente aujourd'hui, mais sur d'autres cas, effectivement, on peut observer, hein, ces fameuses rigidités dorsiflexion, mais à part ça, on a vraiment, enfin, une induction qui est très smooth, avec un relais gazeux qui se fait très bien. Donc sans aucune complication à l'heure actuelle que j'ai pu observer avec ces protocoles. Donc un protocole, je trouve quand même assez pratique d'utilisation si vous avez pu poser un cathéter intraveineux, ce qui est de toute façon recommandé, hein, comme chez les chiens et chats, pour toutes les interventions chirurgicales chez la poule, et donc avec des protocoles finalement assez similaires à ce que vous pourriez avoir l'habitude si vous avez l'habitude d'utiliser l'alfaxalone en pratique.
Dans la littérature, on va trouver aussi assez récemment d'autres exemples de protocoles, hein, si vous voulez travailler avec, on va dire, des molécules un petit peu plus anciennes, enfin, en tout cas un peu plus traditionnelles. Donc on a un protocole qui a été décrit là en 2020 cette fois, donc sur 20 poules, avec une prémédication, donc médétomidine midazolam, heu, pour derrière pouvoir permettre une induction, mais cette fois-ci en IM, avec de la kétamine. Donc, ça peut être un protocole assez intéressant si vous n'êtes pas très à l'aise pour poser un cathéter intraveineux, vigile ou même sédaté sur une poule, et que vous souhaitez avoir la poule déjà anesthésiée pour pouvoir poser votre cathéter. Ce qu'ils ont pu réaliser, c'est donc une intubation 10 minutes après donc l'induction, après l'injection de kétamine, hein, qui elle-même avait été réalisée 10 minutes après la prémédication. Bon, dans cette étude, ils ont fait le maintien au sévoflurane. Après, ça n'a pas vraiment de conséquences, hein, je veux dire, on pourrait tout à fait imaginer un maintien avec de l'isoflurane. Donc en termes de résultats, on avait une diminution de la température, de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, mais qui restait dans des valeurs acceptables. Pas de modification de l'ECG, ni de problème vraiment clinique là-dessus. Un maintien des réflexes chez certains individus après la prémédication, mais par contre, on avait une perte complète des réflexes suite à l'induction à la kétamine, donc qui a permis du coup derrière l'intubation. Et puis bon, ils avaient aussi suivi un petit peu les paramètres biochimiques, mais sans altération significative. Donc une alternative possible, hein, comme je vous disais, donc un protocole relativement efficace, relativement sécuritaire d'après cette étude, donc qui pourrait tout à fait s'utiliser aussi en pratique avec finalement des molécules qui sont assez classiques dans une pratique habituelle. Si jamais vous ne vouliez pas utiliser de relais gazeux, hein, pour une raison X ou Y, sachez qu'il y a aussi une autre étude de 2020, donc là sur encore plus de poules, 58 poules dans ce cas-là, qui avait été présentée pour une ostéotomie ulnaire. Alors je crois que c'était dans un projet de recherche, hein, on n'était pas sur quelque chose de clinique, hein, là pour le coup. On ne s'amuse pas à faire des ostéotomies ulnaires couramment en pratique. Et donc ils avaient tenté un protocole anesthésique, donc uniquement en fixe. Donc avec une CRI de propofol finalement. Donc avec une induction au propofol, alors notez la dose, hein, 9 mg kg IV, on est sur une dose assez forte comme pour l'alfaxan, ce qui est assez classique, hein, chez les oiseaux. Et puis un maintien au débit d'1,2 mg kg par minute. Donc ils avaient 4 groupes, ils avaient aussi associé à tout ça un groupe témoin avec juste le propofol, et puis des groupes où ils avaient associé différents types d'analgésiques pour voir s'il y avait moyen de réduire l'équivalent de la MAC, enfin la dose de CRI quoi, sur le propofol pendant leur intervention. Ce qu'ils ont réussi à montrer, c'est que ces protocoles-là étaient tous efficaces et sécuritaires pour maintenir une anesthésie, un bon niveau d'anesthésie pendant toute leur procédure d'ostéotomie ulnaire, et que seule la méthadone et l'analbufine ont permis de réduire le dosage de propofol. Pour ceux qui ne connaissent pas l'analbufine, hein, l'analbufine, c'est un petit peu comme le butorphanol. On est sur un agoniste, un kappa agoniste. Donc voilà, c'est un peu moins souvent utilisé parce qu'un peu plus difficile à se procurer, mais sinon on est sur les mêmes types d'effets. Donc voilà un petit peu pour le côté induction de l'anesthésie et mise en place du protocole d'anesthésie générale. Donc ensuite, on va continuer un petit peu avec notre cas. Donc dans notre cas, on a choisi, vu qu'on était sur une amputation, hein, de faire une anesthésie locale. Alors là, pour le coup, amputation, on va aller couper les nerfs de toute façon. Donc on avait décidé, pour pas trop s'embêter, hein, d'être sur plutôt une anesthésie locale in situ, c'est-à-dire directement au niveau du nerf, une fois qu'il aura été disséqué, avant sa section. Donc on isole, comme vous pouvez voir sur les photos, les nerfs radial et médio-ulnaires. Donc là, vous en avez un des deux ici, puis on les injecte directement avec la lidocaïne et la bupivacaine, 1 mg kg chacun. Donc, généralement, on les mélange. Et donc voilà, donc, comme on sectionne les nerfs, c'est possible d'aller injecter directement dans le nerf, car même si on crée des lésions iatrogènes, ça n'a pas vraiment d'importance vu que le nerf ne sera plus utilisé par la suite. Donc là, je vous ai remis des petites photos, hein, pour que vous puissiez visualiser exactement le trajet de ces nerfs. Donc vous avez le trajet du nerf médio-ulnaire, donc en face ventrale, hein, de l'aile, donc là qui longe tout le long de l'humérus, et puis le nerf radial, donc en face dorsale, hein, que vous connaissez peut-être un peu plus si vous avez l'habitude de faire des chirurgies orthopédiques sur humérus d'oiseau, parce que souvent ils nous embêtent parce qu'ils traversent l'humérus, hein, dans le tiers distal, au niveau du tiers distal. Donc qu'est-ce qui est décrit à ce niveau-là? Parce que quelle alternative on aurait pu avoir? Imaginons maintenant que vous étiez face à une fracture et puis à une amputation. Est-ce qu'on aurait quand même pu essayer de faire une anesthésie locale? Alors,
Au niveau de l'aile, il y a une étude qui a été donc décrite un petit peu plus ancienne, en 2013, alors pas sur des poules ce coup-ci, on est sur des Amazones d'Hispaniola, donc où ils ont testé une injection de lidocaïne à 2 mg kg en région axillaire. Et donc avec deux méthodes pour faire ces injections, soit une méthode, on va dire simple par palpation. Donc on mettait l'oiseau en décubitus latéral avec l'aile étendue vers l'arrière pour pouvoir libérer la zone axillaire, hein. Et donc on repérait le creux qui se forme entre le muscle pectoral que vous avez ici, le triceps et les supracoracoïdes. Et donc dans ce creux-là, on venait injecter avec une orientation de votre aiguille exactement comme la flèche que je vous ai mis à cet endroit-là. Bon, l'inconvénient de cette publi, par contre, il ne mettait pas d'indication de profondeur, donc un petit peu difficile. Alors généralement, ce qu'on a tendance à faire en pratique, c'est qu'on enfonce un peu autant qu'on peut. De toute façon, il n'y a rien dans ça. Enfin, si on est bien tangentiel, on ne rentre pas vraiment dans l'oiseau. On aspire bien pour vérifier qu'il n'y a pas de sang, et puis généralement, on fait l'injection un peu en traçante, en ressortant l'aiguille. Deuxième technique, éco-guidée, donc on va venir passer le transducteur, donc la sonde échographique, au même niveau que là où on aurait inséré l'aiguille, ce qui va nous permettre de plus ou moins bien visualiser, je vous l'accorde, le plexus brachial, donc, que vous voyez ici dans cette zone hypoéchogène manifestée par un astérix, pour pouvoir après injecter en éco-guidée. Pour quel résultat? Donc, comme vous pouvez voir ici sur ce graphique, qui représente les potentiels musculaires évoqués en fonction du temps suite à l'injection, donc à 0 au moment de l'injection. Avec les deux techniques, on a une diminution de ces potentiels musculaires qui va être un petit peu plus importante quand on guide par ultrason, donc probablement un petit peu plus précis. Par contre, ils n'ont pas noté d'effet ni sur la fonction motrice, ni sur la relaxation musculaire. Et puis, on n'a pas non plus, ils n'ont pas testé s'il y avait un effet analgésique derrière. Donc bon, on est un petit peu embêté en pratique pour utiliser cette technique-là, je trouve, parce qu'on n'a pas vraiment de preuve d'efficacité. Après, rien n'empêche de quand même la faire, mais ne comptez pas là-dessus comme seul moyen d'analgésie, par exemple sur une chirurgie orthopédique. Je pense que ce serait un petit peu audacieux de votre part, quoi. Donc voilà, vous pouvez tester. Je pense que ça vaut le coup de le tenter. Et puis au pire, ça marche pas. Il n'y a pas trop de risques normalement de faire des lésions. Il n'y a pas d'effets secondaires qui sont rapportés à l'heure actuelle. Par contre, effectivement, prévoyez une analgésie générale. Si vous étiez sur une patte, alors c'est pas notre cas ici, mais vous pourriez avoir par exemple des problèmes de pododermatite, de fractures également. Là, vous avez d'autres techniques qui sont décrites également. Donc vous avez, si vous voulez vraiment anesthésier toute votre patte, par exemple sur une fracture de fémur ou une fracture de stibiotarse, des blocs fémorosciatiques qui sont décrits. Donc ça, par deux méthodes. Donc première méthode, électrostimulation. Ça a été décrit, alors pas sur une étude à proprement parler, là plutôt sur des séries de cas. Donc chez 5 faucons pèlerins qui avaient été présentés pour des débridements de pododermatite. Et donc ils ont utilisé des blocs sciatiques et fémorales comme seule analgésie, là pour ce coup-ci, donc en utilisant de la lidocaïne, et avec une anesthésie complètement stable, pas de complications et pas besoin d'analgésie de secours sur ces interventions-là. Alors, comment est-ce qu'ils faisaient leur bloc? Donc, pour le bloc fémoral que vous voyez ici, donc ils mettaient le membre postérieur donc en abduction et en extension caudale. On palpe l'artère fémorale, donc le pouls à ce niveau-là, et on insère l'électrode juste crânialement à cette artère fémorale dans le quadriceps. Et donc, dès qu'on a une réaction au niveau du muscle par la stimulation électrique, on va injecter à ce niveau-là. Pour le bloc sciatique, donc là, on est sur un décubitus latéral classique. Donc, on va se positionner sur la partie latérale du membre. On va palper le grand trochanter d'un côté, la tubérosité sciatique de l'autre côté, et on insère l'électrode sur une ligne imaginaire qu'on va tracer entre ces deux points de repère, à peu près sur le tiers le plus proche du grand trochanter. Et donc, pareil, on cherche le point où on arrive à stimuler les muscles de la patte. On a un autre rapport de cas chez un coq, ce coup-ci, donc on est un petit peu plus dans les espèces de cette présentation, où ils ont fait exactement la même chose par électrostimulation. Alors là, uniquement au niveau fémoral pour cette intervention. Et pareil, alors avec de l'évobupivacaïne, bon, peu importe la molécule qu'ils ont utilisée. Et pas de signe de douleur non plus. Avec des suivis de la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Eux, dans leur cas, par contre, ils avaient prémédiqué avec du butorphanol et de la kétamine. Donc, potentiellement, une interaction analgésique également à ce niveau-là.
Donc voilà pour le bloc fémoro-sciatique. Donc là, par rapport au bloc du plexus brachial, je pense quelque chose de beaucoup plus utilisable en pratique. Deuxième technique, par guidage échographique. Donc là, vous avez un cas décrit chez un canard pour une chirurgie orthopédique, donc un vrai cas clinique sur fracture de tibio-tarse. Ils ont mis l'animal en décubitus latéral, donc comme pour le bloc sciatique à la base. Et donc en mettant la sonde juste distalement au grand trochanter, ils arrivaient à voir donc, les deux nerfs dans la même fenêtre, donc avec ici le nerf sciatique, le nerf fémoral, et donc là vous avez ici l'aiguille à chaque fois qui vient déposer l'agent anesthésique. Et donc avec de la lidocaïne à 4 mg kg, ils ont réussi à utiliser cette technique comme seule analgésie sur leur chirurgie de fracture pendant le péri. Donc quand même quelque chose de vraiment efficace, quoi. Donc, ils ont fait une chirurgie orthopédique sans analgésie systémique pendant l'intervention. Dernière petite technique locale, bon, peut-être un petit peu moins utile, enfin en tout cas dans une utilisation plus restreinte, on va dire. Mais je voulais vous en parler parce que c'est assez récent et en plus ça a été décrit chez les poules. Donc une étude chez 18 poules rousses, donc avec une technique d'anesthésie épidurale caudale. Donc vraiment au niveau de la jonction entre le sein sacrum que vous avez ici et la première vertèbre coxygène. Ce qu'ils ont montré, c'est qu'ils essayaient d'orienter la pointe de l'aiguille vers 10-20 degrés, hein, donc un angle de 10-20 degrés par rapport en orientation crâniale perpendiculaire à la peau. Ils allaient jusqu'à une profondeur d'environ 1,5 cm. Et dès qu'ils sentaient une perte de résistance, ça voulait dire qu'ils avaient passé ce qu'on appelle le ligament jaune, hein, qui est le ligament qui rejoint toutes les vertèbres coxygènes au sein sacrum. Eh ben, ils injectaient à ce moment-là, quoi. Donc il y avait plusieurs groupes qui ont été essayés, hein, un avec de la lidocaïne et puis 3 avec différents dosages de bupivacaïne. Et donc du coup, hein, là on est vraiment sur une anesthésie très locale, hein, où on va anesthésier uniquement la queue et puis la région péricloacale, hein. Bien évidemment, vous n'anesthésiez pas vos membres avec une injection aussi basse. Et donc ils ont fait des tests de réaction au pincement en région péricloacale. Et donc, ce qu'ils ont trouvé, hein, ce que vous voyez donc ici, donc en fonction, donc là, vous avez ici le temps pour le début de l'effet et ici le temps de la durée d'effet. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des effets un effet entre 3 à 9 minutes selon la dose de bupivacaïne et en 1 minute seulement avec la lidocaïne. Et des durées d'action d'environ 10-20 minutes pour la lidocaïne et les plus basses doses de bupivacaïne. Par contre, jusqu'à 55 minutes avec la dose à 0,5 mg kg de bupivacaïne. Donc, en conclusion, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait s'envisager, hein, sur des chirurgies plutôt cloacales ou célomiques caudales, hein. Donc, si vous vouliez faire, par exemple, des cloacopexies ou des cloacoplasties sur des problèmes de prolapsus cloacaux, par exemple, chez vos poules, ce serait quelque chose qui pourrait tout à fait se faire, et c'est assez commun, hein, prolapsus cloacal chez la poule, c'est pour ça que j'en parle. Donc voilà. La question qui pourrait se poser, hein, suite à cette étude, c'est et si on mélange les deux, lidocaïne et bupivacaïne, pour avoir la durée d'effet un peu plus longue, mais un début d'effet plus rapide. Bon, ils ne l'ont pas étudié. Après, j'avoue que c'est des choses qu'on fait assez couramment en pratique, mais de manière un petit peu empirique. Pour revenir une dernière fois sur notre cas, donc là, la procédure en elle-même et puis le réveil se sont déroulés sans complications. Et donc, on va rentrer un petit peu dans le côté analgésie maintenant systémique en post-opératoire. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a posé un patch de fentanyl, donc vraiment les plus petits patchs, hein, à 12 microgrammes par heure, sur le flanc, après évidemment avoir retiré les plumes sur la zone, hein, qu'on a maintenu pendant 3 jours. Et puis après, le retour à la maison s'est fait sous tramadol, donc après retrait du patch de fentanyl, bien évidemment. En complément d'analgésie, on est aussi parti un peu assez classiquement sur du méloxicam à la dose de 1 mg kg par voie orale, 2 fois par jour. Aucun signe de douleur n'a été observé, que ce soit pendant la période post-opératoire en hospitalisation ou rapporté, et on a eu une reprise d'appétit et d'activité en post-op immédiat, quasi immédiate. Donc l'analgésie chez la poule, donc vous avez alors le gold standard, hein, la poule, c'est un oiseau. Chez la plupart des oiseaux, c'est plutôt les récepteurs opioïdes kappa qui sont prédominants. Donc ça reste le gold standard d'avoir des opioïdes kappa agonistes, le butorphanol, je vous ai déjà mentionné un peu l'albufine éventuellement également.
Butorphanol, 2 mg/kg par voie intramusculaire. Chez la poule, vous avez des études pharmacocinétiques qui montrent que vous avez des concentrations plasmatiques au-dessus des concentrations efficaces chez les mammifères. On n'a pas de dose efficace établie chez la poule pendant 2 heures. Et en pharmacodynamique, cette fois-ci sur boiterie, un effet analgésique pendant 2 heures au moins également. Donc c'est vraiment la meilleure option analgésique systémique. Le problème, c'est l'efficacité de 2 heures. Et du coup, en post-opératoire, on se retrouve à devoir faire des administrations très fréquentes. On pourrait imaginer aussi des CRI, mais alors ça coûte très très cher en butorphanol quand on regarde mise en rapport avec le poids de l'animal. Quelles sont donc les alternatives? Alors, on pourrait imaginer la morphine. On n'a pas d'effet d'analgésique, ça a été démontré ça chez la poule. Seulement de la sédation, donc on oublie ça. La méthadone a été également testée chez la poule. Alors, grosse dose, hein, à 6 mg/kg par voie intramusculaire. Ça a été montré que ça permettait de réduire la MAC d'isoflurane, mais aussi la dose de propofol nécessaire si on l'utilisait en CRI, donc dans le cadre du Mitivant. Ce qu'ils ont montré aussi, c'est que la concentration plasmatique, donc c'est ce que vous voyez sur ce graphique, reste au-dessus de la dose efficace chez l'homme, hein, qui est représentée par cette ligne rouge, pendant au moins 12 heures. Donc, potentiellement un effet. Après, on n'a pas d'études pharmacocinétiques qui nous permettent de dire est-ce que c'est vraiment analgésique au-dessus des doses plasmatiques efficaces chez l'homme. Donc là, on est vraiment sur de la pure extrapolation. On manque un petit peu de données pour pouvoir vraiment conclure. Au niveau du fentanyl, donc ça sortait pas de nulle part, hein, l'utilisation de ce patch de fentanyl dans notre cas. Donc ça s'est tiré aussi d'une étude assez récente, je crois que c'est celle de 2019 là, que je vous ai citée. Donc eux, ils avaient testé donc 25 microgrammes par heure, mais c'était des poules de 3 kg. Notre poule faisait à peu près 1,5 kg, c'est pour ça qu'on avait pris le niveau d'en dessous. Ce qu'ils ont montré, c'est qu'on avait des très grandes variabilités de concentration plasmatique avec en fait deux comportements. Certaines poules qui allaient monter assez haut, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, pendant assez longtemps, et puis d'autres poules qui montaient beaucoup moins, à peu près moitié-moitié hein, en termes de nombre. En tout cas, ils avaient une concentration plasmatique chez toutes les poules donc qui était supérieure au minimum efficace chez l'homme pendant au moins 72 heures. Donc le minimum efficace, c'est ce qui se retrouve entre ces deux lignes en pointillés, donc là chez l'homme. Hein, et des concentrations plasmatiques chez certains individus qui étaient également supérieures au minimum efficace. On a donc chez une espèce aviaire qui avait été déterminée chez l'Amazone. C'est la ligne rouge que vous voyez là. Donc vous voyez, on a deux individus hein, qui quand même pendant 24 heures étaient au-dessus de ce niveau-là. Alors après, est-ce que chez la poule c'est la même chose que chez l'Amazone? Difficile à dire. C'est probablement plus bas, mais bon, on ne peut pas le dire, on n'a pas les données. Et puis enfin, vous avez aussi l'utilisation du tramadol, hein, comme on l'a fait en post-opératoire à la maison. Donc, pas d'études hein, pharmacocinétiques ni pharmacodynamiques chez la poule. On en a chez le paon et chez le canard, donc qui nous montrent qu'on a une efficacité possible sur 12-24 heures. Donc, voilà, on l'utilise au cas où, parce que de toute façon, à la maison, on ne peut pas vraiment prescrire grand-chose d'autre en opioïdes, mais sans certitude sur l'efficacité chez cet animal. Et donc, pour finir, évidemment, donc on va utiliser le méloxicam, donc méloxicam qui reste le deuxième gold standard hein, d'utilisation anti-inflammatoire analgésique chez la poule à l'heure actuelle. Là, pour le coup, on a une pharmacocinétique hein, qui montre qu'on a des concentrations plasmatiques qui sont supérieures à la concentration efficace chez l'homme pendant au moins 12 heures avec 1 mg/kg, que ce soit par voie intramusculaire ou par voie orale. Donc, c'est la dose gold standard qu'on utilise à l'heure actuelle. On n'a pas de pharmacodynamique malheureusement à l'heure actuelle, donc difficile de savoir par contre si on a une réelle efficacité. Ce qui a été montré par contre, c'est qu'il y a probablement des différences entre les races. Ils ont fait un test en comparant des Leghorn et des Wyandotte, et ils ont montré que la demi-vie était beaucoup plus longue chez les Wyandotte, à peu près le double. Donc, possiblement que chez ce type de race, il faudrait plutôt passer à du Q24 heures, donc une fois par jour, plutôt que 2 fois par jour comme on fait actuellement, pour éviter les risques de toxicité. Toxicité que traditionnellement on disait n'existait pas vraiment au méloxicam chez les oiseaux, parce que ça n'avait jamais été vraiment rapporté. On a une toute nouvelle étude qui est sortie là en août 2022 sur la toxicité du méloxicam chez la poule. Ils avaient testé sur 11 poules, donc une dose assez forte, hein, 5 mg/kg par voie orale 2 fois par jour, pendant 5 jours. Ils ont eu 3 décès durant le traitement. Une poule qu'ils ont dû euthanasier parce que l'animal se dégradait, avec sur leurs 11 cas, donc ils les ont euthanasiés après par la suite, hein, à la fin de l'étude, 7 cas de néphropathie tubulaire aiguë et de gouttes, avec une augmentation concomitante de l'acide urique. Donc vraiment un impact rénal assez sévère chez la poule si on commence à monter à des trop hautes doses. Donc éviter de monter trop haut chez ces animaux. Donc en conclusion, hein, en anesthésie générale, vous avez de nombreux protocoles possibles, qu'ils soient avec ou sans relais gazeux. Dans tous les cas, il vaut quand même mieux intuber l'animal, même si vous êtes sans relais gazeux, pour
pouvoir lui apporter de l'oxygène et le ballonner au besoin. Ça reste un oiseau, ils ont tendance à arrêter de respirer pendant les anesthésies. Ici, donc, j'ai présenté bien évidemment que les options les plus récentes et puis celles qui me paraissaient les plus intéressantes. Évidemment, si vous regardez dans la littérature antérieure, vous aurez plein d'autres protocoles comme chez toutes les espèces. En anesthésie locale, plexus brachial, bof, une efficacité vraiment incertaine. Mais bon, dans tous les cas, si vous voulez l'utiliser, privilégiez la technique éco-guidée. Un bloc fémoro-sciatique, donc on n'a pas d'efficacité réellement prouvée parce qu'on n'est que sur des séries de cas, mais c'est quand même très prometteur. Et puis, sur les cas de prolapsus cloacaux, ne pas hésiter à faire des épidurales caudales. En termes d'analgésie, comme je vous l'ai dit, le gold standard, c'est le butorphanol, c'est le seul qui est vraiment démontré efficace. On a la problématique de la durée d'action. Donc, en alternative, on pourrait tenter d'autres, comme par exemple le fentanyl ou la méthadone, même si l'effet analgésique n'est pas clairement démontré. Le mélosticane reste très largement utilisé, bien évidemment, en pratique, mais faites bien attention à la dose. Je vous ai mis, donc vous les aurez dans l'enregistrement, si ça vous intéresse, la bibliographie. Et puis donc avant de passer aux questions, juste pour vous indiquer donc le programme pour les prochaines sessions, donc avec la prochaine qui aura lieu en mai, qui sera animée par le docteur Jérémy Mortier en imagerie médicale sur les pièges de la radiographie thoracique et donc la petite question comment les éviter. Je vous remercie pour votre attention. Je vous mets ici l'adresse mail de notre service au cas où vous souhaiteriez nous référer des cas, qu'ils soient aviaires ou non. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Pas l'impression qu'il y ait de questions non plus dans le chat. Non, personne, pas de questions. Si vous n'avez pas de questions, je suis désolé, j'ai dépassé un tout petit peu le temps à ma disposition. À ce moment-là, je vous souhaite une très bonne journée. Il y a une question dans le chat, Thomas, je crois. Ah, une question dans le chat, je ne l'ai pas Merci vu pour la passer. présentation Ah oui, pour les relais elle est là. gazeux-ISO. Voilà. Quel pourcentage est-ce qu'on recommande? Alors, si on parle vraiment du relais, c'est-à-dire qu'on a induit d'abord chimiquement, généralement, on stabilise notre animal aux alentours de 2 au début. Et après, selon comment ça se passe, comment l'anesthésie est stable, si l'analgésie est bien gérée, on peut même parfois diminuer à 1,8, 1,7. Mais voilà, c'est plutôt 2 qui va être le plus souvent. Après, si vous faites l'induction à l'isoflurane, ce qui peut vous arriver, je ne l'ai pas présenté là, mais c'est des choses qu'on peut faire. Généralement, moi, j'ai tendance à induire aux alentours de 3,5%. J'aime pas trop, je sais qu'il y en a qui aiment bien monter jusqu'à 5. Je trouve que ça peut être un petit peu choquant pour l'animal. Donc 3,5%, je trouve ça pas mal. Ils partent quand même assez vite. Et puis on réduit à 2,5, 2 après, une fois que le niveau d'anesthésie est stabilisé. Oui, alors je ne sais pas si vous êtes arrivé peut-être en cours de présentation. Je peux éventuellement vous remettre la diapositive là-dessus. C'était une des possibilités, une des alternatives justement que j'avais proposé, donc issue d'une étude en 2020 où ils avaient testé justement un protocole, exactement ce que vous proposez, mélétomidine midazolam en prémédication, induction kétamine pour permettant l'intubation, puis après relais à l'isoflurane. Alors évidemment, dans cette étude-là, c'était une étude de pure anesthésie, il n'y avait pas d'acte chirurgical qui était pratiqué, donc pas de douleur a priori chez ces animaux. Mais si jamais on voulait utiliser ça pour une chirurgie à proprement parler, bien évidemment qu'on ajouterait du butorphanol, donc à la dose de 2 mg kg. Ah, sans intubation, plus compliqué. Disons qu'on pourrait imaginer le même type de protocole que ce que vous avez là. Après, l'inconvénient, c'est que vous pouvez avoir un animal qui se réveille, quoi. Oui, c'est ça. Donc, vous allez peut-être être amené à devoir repousser, ce qui est jamais très, enfin, réinjecter, je veux dire, ce qui est jamais
ce qu'on n'aime pas trop, hein, parce que là, du coup, on est sur des anesthésies qui, du coup, deviennent un peu instables, sur lesquelles on contrôle plus trop les doses qu'on injecte au final, et donc vous avez plus de risques de mortalité. Après, sinon, vous pourriez imaginer sans intubation un relais comme cette alternative-là au propofol. Donc soit uniquement du propofol, donc avec ce type de protocole-là, soit votre prémédication en protocole fixe et relais propofol après au besoin en ajustant la, la dose en fonction de votre stabilité anesthésique. Après, moi, je vous avouerai que dans tous les cas, alors ça dépend toujours ce que vous faites, hein, c'est sûr que si vous êtes sur une petite procédure qui dure 5 minutes, pas besoin d'aller s'embêter à intuber, etc. Avec votre protocole fixe, ça suffira, hein, même sans relais gazeux, sans relais propofol. Par contre, si vous êtes vraiment sur de la chirurgie, là, pour le coup, de toute façon, c'est recommandé de vraiment intuber à chaque fois, hein, parce que, encore une fois, tous les oiseaux, ils ont un fonctionnement, une ventilation au niveau respiratoire qui fait que la dépression respiratoire de l'anesthésie, dans un coup sur deux, dès que votre anesthésie va dépasser les 15-20 minutes, vous allez vous retrouver avec des apnées. Et donc, si si l'animal n'est pas intubé, bah, vous allez être bien embêté pour pouvoir récupérer ça. Donc, apnées qui ne sont pas graves, hein, elles se maîtrisent très très bien. Enfin, on ventile l'animal pendant le reste de la procédure et au réveil, généralement, ça se passe bien. Mais si on n'a pas de quoi les ventiler, forcément, ça va se passer moins bien. Il n'y a pas vraiment de préférentiel, hein, pour, salpingectomie, l'ensemble des protocoles que j'ai présentés ici, seraient tout à fait acceptables. Donc après ça, c'est en fonction de ce que vous avez à disposition, de ce que, et puis de ce avec quoi vous êtes le plus confortable. Alors après encore une fois, hein, comme pour la question d'avant, hein, mais des Toqueta seulement, non, alors à moins que vous arriviez à faire des salpingectomies en 5-10 minutes, mais, à ce moment-là, ça vous êtes vraiment très rapide. Hem, mais, heu, mais sinon, ouais, non, faut quand même être sur des protocoles, un petit peu plus profonds, donc avec, encore une fois, relais gazeux ou relais Tiva, si possible. Et puis, bah, évidemment, pas oublier, l'analgésie, dans ces cas-là. Avec sur des protocoles un peu plus longs comme ça, hein, on peut éventuellement sur des chirurgies un peu longues, on peut éventuellement envisager aussi une série de butorphanol, encore une fois, hein. Alors je crois pas que vous ayez des doses, décrites chez la poule, hein, mais vous pouvez vous raccrocher aux doses qui sont décrites chez le perroquet. Pour intuber une poule, alors ça, c'est assez standard en médecine aviaire, hein, je veux dire, donc comme pour n'importe quel oiseau. C'est pour vous dire que ça, vous pourrez l'extrapoler si vous voyez d'autres types d'oiseaux. Donc ça va être, des sondes, donc un peu comme vous les utilisez, en canine, hein, donc de petit diamètre, hein. Généralement, on est sur du 2,5-3 millimètres de diamètre externe. Ce qui est extrêmement important à considérer par contre, c'est qu'on prend systématiquement des sondes sans ballonnet. Pour une raison très simple, c'est que les oiseaux, contrairement aux mammifères, ont des anneaux trachéaux qui sont complets. Donc, ils n'ont pas d'élasticité au niveau du diamètre de la trachée. Et donc, si vous gonflez ne serait-ce qu'un tout petit peu trop un ballonnet dans une trachée d'oiseau, alors vous n'avez pas de risque de l'éclater non plus, hein, ou alors il faudrait vraiment y aller trop fort. Mais par contre, vous risquez de comprimer en fait la muqueuse de la trachée pendant toute votre intervention et de vous retrouver quelques semaines après avec des strictions trachéales. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on évite. Pareil, hein, une fois qu'on intube un oiseau, on essaye d'éviter, de trop le déplacer, surtout au niveau de la tête, parce que, bah, les mouvements de raclement du tube contre la paroi des trachées, peut aussi, occasionner des strictions. Alors, je vous avouerai que chez la poule, j'en ai jamais vu, mais c'est des choses par contre qu'on rencontre, de temps en temps chez les perroquets. Et c'est quand même embêtant, hein, parce que souvent ça demande quand même d'aller, faire une résection trachéale, enfin de la zone trachéale, et réanastomose, donc c'est quand même des procédures un petit peu plus, invasives, quoi. OK, je ne sais pas s'il y avait, d'autres questions sur ce point anesthésie, chez la poule?
Ventilation active, ça dépend des cas, je dirais. Alors c'est sûr que si jamais vous êtes équipé d'un ventilateur, mécanique, alors ventilateur mécanique, pas n'importe lequel, hein. Ça, c'est toujours le problème, en AC, hein, d'une manière générale, que ce soit aviaire ou pas. C'est qu'il vous faut quand même des ventilateurs qui envoient, des petits volumes, et donc de manière bien contrôlée. Donc on est sur des ventilateurs, pédiatriques généralement. Donc nous, on utilise, ceux de la marque, Vettronics, alors qui n'existe plus vraiment cette marque-là, qui a été repris par Burtons, je crois. Enfin bref, donc c'est des choses que vous pouvez trouver à l'étranger qui sont pas en vente en France. Et donc oui, si on a ce type de ventilateur mécanique, ça peut être intéressant. Après sinon effectivement, généralement, on va laisser l'animal respirer par lui-même, en surveillant bien évidemment le capnographe, hein, on tombe pas trop en hypercapnie. Mais si on a la moindre apnée ou, trop d'hypercapnie, là, on va passer généralement en ventilation manuelle. Donc c'est vrai que pour ce type de procédure, c'est quand même toujours bien d'avoir, un assistant ou, je sais pas, un stagiaire, dans le coin, qui peut prendre le relais sur la ventilation, au besoin. Particulièrement si vous êtes sur des procédures, donc non plus orthopédiques, mais célomiques pour le coup, hein, quelqu'un parlait de la salpingectomie tout à l'heure. Parce que, bah, nécessairement, vous passez par des sacs aériens, vous allez ouvrir des sacs aériens pour pouvoir accéder à votre site chirurgical, et donc, bah, vous allez, créer forcément des énormes fuites, hein, que vous pouvez pas contrer, dans le circuit, dans l'ensemble du circuit. Et donc là, oui, il faut absolument, ballonner, enfin ventiler l'animal, dans ce type de procédure. Enfin, quand on arrive à ce stade-là, en tout cas. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, il y a aucun souci. Des études sur les résidus-œufs. Alors ça dépend de quoi on parle, enfin de quelle molécule on parle, parce que j'en ai parlé de pas mal. Sur tout ce qui est molécules anesthésiques, non, pas à ma connaissance. Donc, Alfaxan, butorphanol, midazolam, et cetera. Ça, c'est toujours le gros problème dès qu'on commence à parler de médecine de la poule. C'est qu'effectivement, on est, pas mal hors des clous, heu, dès qu'on veut faire un peu quoi que ce soit, en fait, finalement. Donc, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'officieusement, nous, on a tendance à prendre le parti, de faire signer des décharges de non-consommation d'œufs, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de retirer les œufs, complètement de la consommation, par la suite. Bon, c'est une zone un petit peu grise légalement. On espère que le législateur, prochainement va commencer à prendre un petit peu plus en compte la poule de compagnie, et nous donner des options légales un petit peu plus, faciles. Après pour ce qui est du méloxicam, alors légalement, c'est du même acabit que les autres. On n'a pas plus le droit de l'utiliser, chez les animaux, enfin chez les poules de produisant des œufs. Par contre, vous avez des études, beaucoup d'études, hein, sur, là-dessus, notamment aux États-Unis, sur les résidus dans les œufs. Avec, alors selon les études, selon les races, ils ont montré aussi, bah, la fameuse étude, hein, sur les Wyandotte que je vous ai mentionné. Ils comparaient aussi, hein, les temps de résidus dans les œufs et de mémoire, ils restaient un petit peu plus longtemps chez les Wyandotte. Après, généralement, on est aux alentours d'une semaine de résidus dans les œufs, hein, à la fois blanc et jaune. Heu, mais en sachant que toutes les études à l'heure actuelle, donc au moins 3 ou 4, hein, s'accordent à dire que si on attend, 15 jours, on est, sécuritaire sur les résidus de méloxicam dans les eaux. Donc voilà. Après pour les autres, molécules anesthésiques, à ma connaissance, pas d'études, en tout cas, j'en ai pas vu passer. Alors exactement. Non, mais enfin, la question est très pertinente et en fait, elle est tout à fait vraie, hein. Ce qui se passe quand alors, bon, déjà la première chose, c'est qu'on est obligé, hein, quasiment obligé d'ouvrir un sac aérien, dès qu'on veut passer dans la cavité célomique, tout simplement parce qu'ils sont tout autour. Donc, il y a très peu de voies d'accès, et généralement, c'est pas assez, comment dire? Large les voies d'accès qu'on a, pour, se permettre l'économie d'ouvrir un sac aérien.
Ce qui se passe quand vous ouvrez un sac aérien, c'est qu'effectivement, la respiration devient inefficace, d'où l'intérêt de ventiler. Par contre, en ventilation forcée, même si votre circuit est ouvert, vous allez faire passer l'air. Donc, là-dessus, ça va enfin l'air, l'oxygène avec le gaz anesthésique. Donc, juste, de ce côté-là, ça va plutôt, ça va quand même rester efficace. Par contre, effectivement, il faut faire attention au niveau d'anesthésie parce que vous allez avoir, des fuites d'isoflurane, hein, via le sac aérien que vous avez ouvert. Alors, et puis sans parler de la contamination environnementale, c'est sûr. Mais faire attention aussi au niveau d'anesthésie, il va peut-être falloir augmenter un petit peu l'isoflurane pour maintenir le même niveau d'anesthésie. Deuxième chose à faire attention, alors là, c'est plus pour pas, comment dire, se faire piéger, ça va être à votre capnographe. Parce que quand vous allez ouvrir votre sac aérien, forcément, vous allez induire une fuite dans le système et donc votre capnographe va chuter d'un seul coup. Donc vous allez tomber, je sais pas, vous étiez à 40, 50 millimètres de mercure en CO2, boum, vous allez tomber à 4-5 de manière quasi immédiate au moment où vous ouvrez le sac aérien. Généralement, ça, c'est plutôt un signe de décès dans la plupart des cas d'anesthésie ou alors d'obstruction ou de choses comme ça. Là, il ne faut pas s'alarmer, c'est l'ouverture du sac aérien. Mais oui, dès que vous ouvrez un sac aérien, vous devez passer en ventilation manuelle ou automatique, mais enfin mécanique, mais ventilation assistée quoi qu'il arrive. Et ce, jusqu'à ce que vous ayez fini votre chirurgie et que vous ayez refermé votre site opératoire. Parce qu'en refermant votre paroi musculaire, on ne referme pas le sac aérien parce que la paroi est trop fine, mais en refermant la paroi musculaire et le tissu cutané, évidemment, re- on réimperméabilise le système, quoi. Enfin, on rétanchéifie le système. Je ne sais pas si c'est plus clair, du coup. Très rarement. Et quand bien même ça arriverait, c'est pas très grave. Enfin, voilà, enfin, il y a toujours un tout petit peu d'emphysème, mais vous n'allez pas avoir quelque chose qui va gonfler énormément, et ça cicatrise très vite. Enfin, ça se collapse avec les tissus environnants. Donc ça, donc, c'est un peu le même principe quand on fait des endoscopies ou des choses comme ça aussi, hein, chez les oiseaux, hein. Pareil, on fait des ouvertures dans les sacs aériens. OK. Bon, ça fait finalement, ça faisait pas mal de questions. Heu, donc n'hésitez pas si vous en avez encore, mais sinon, je vous souhaite une très bonne journée dans ce cas-là et puis je vous remercie, encore de votre présence et de votre attention. Et puis encore dans tous les cas, hein, s'il y a d'autres questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un mail, je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup.